Un télégramme classifié tombe à Ouagadougou, sec, tranchant, et impose 2 repères incompatibles, 70% et 48 heures. En quelques lignes, il réactive des décennies de concessions minières et de dettes extérieures et convertit un échange technique en ultimatum pour tout le Burkina Faso. Que vaut, pour un peuple entier, une décision prise sous ce compte à rebours, quand Ibrahim Traoré doit peser la survie budgétaire contre la souveraineté de l'or et du travail local? Dans la chaleur du Sahel, la moindre hésitation devient déjà un signal public, économique et diplomatique. La promesse est simple, mais le prix l'est aussi. Comprendre ce qui s'est joué et ce que cela change, sans folklore ni certitude fabriquée. Pour le public, l'intérêt tient en 12 mots. Suivre les faits pour mesurer le coût de la souveraineté. Le dossier ressemble à une mécanique où chaque variable entraîne la suivante. Concession ancienne, dette extérieure, contrôle opérationnel des sites, puis réaction financière et diplomatique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un symbole isolé, mais comme l'endroit précis où des contraintes hétérogènes deviennent un choix lisible, donc contestable ou défendable. Un fil de tension traverse tout. Plus la décision tarde, plus la marge d'action se rétrécit. Ce récit avancera par preuves, écarts et conséquences, afin que chaque étape puisse être discutée sans s'abriter derrière l'émotion. Reste un point à éclairer dès maintenant. Qui, exactement, gagne lorsque le débat se réduit à un slogan, alors que les chiffres, eux, ne disparaissent pas? 2 éléments suffisent à comprendre que la partie avait commencé bien avant l'ultimatum public. Un seuil fixé à 70% et un délai de 48 heures, derrière leur apparente neutralité administrative. Ces 2 chiffres révèlent une stratégie de contrainte conçue pour réduire le temps politique à presque rien, plaçant Ibrahim Traoré face à une décision où chaque option comportait un coût immédiat mesurable. Le premier chiffre ne portait pas seulement sur l'or. Il condensait des décennies de concessions minières, souvent négociées dans des contextes asymétriques, et laissait entendre qu'une majorité de la valeur stratégique devait rester hors du contrôle direct de l'État. Le second chiffre, le temps, visait à empêcher toute recomposition interne. Pas de débat élargi, pas de coordination régionale, seulement une réponse rapide sous pression. Ce cadre explique pourquoi le télégramme a été perçu comme une fracture, plutôt que comme une négociation. Les conseillers réunis à Ouagadougou ont rapidement compris que céder sur le pourcentage aurait déclenché une cascade mécanique. Soulagement temporaire sur la dette, maintien des circuits d'exportation existants, puis gel durable de toute tentative de recentralisation économique. À l'inverse, refuser exposer le pays à des tensions diplomatiques, logistiques et financières immédiates. Le contexte extérieur renforçait ce dilemme. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso révisait progressivement ses contrats miniers et rapatriait une part accrue des bénéfices aurifères. Vu de loin, ces ajustements semblaient marginaux. Dans le Sahel, il se modifiait pourtant des équilibres considérés comme stables, suscitant une vigilance accrue de la part des acteurs habitués à l'ancien modèle. À l'intérieur du pays, la perception évoluait aussi. La souveraineté cessait d'être un concept abstrait pour devenir une question concrète de contrôle, de revenus et de sécurité. Ce décalage entre lecture internationale et dynamique interne explique pourquoi l'ultimatum a agi comme un révélateur plutôt que comme un point de départ. Reste alors une interrogation centrale. Ce type de pression vise-t-il réellement à résoudre une crise financière ou à empêcher qu'un État redéfinisse les règles du jeu? Dans la petite salle devenue centre de crise, 4 profils structuraient l'analyse, chacun apportant une lecture concrète des conséquences possibles. L'économiste, au ton posé, ouvrit la discussion en rappelant que la moindre concession rapide offrirait un soulagement comptable immédiat, mais figerait durablement les marges budgétaires. Elle soulignait que la dette ne disparaît jamais vraiment. Elle se déplace, puis revient sous une autre forme.
L'ingénieur des mines adopta un angle plus opérationnel. Il décrivit la vulnérabilité de plusieurs sites dans l'Ouest, exposés à des fuites d'informations et à des mouvements précipités d'acteurs étrangers. Selon lui, toute hésitation risquait de provoquer une perte de contrôle technique, ouvrant la voie à des extractions discrètes ou à des transferts de données impossibles à rattraper. La juriste, formée localement, replaça chaque élément dans une chronologie précise de concessions, d'exemptions et de clauses héritées. Elle montra que certaines dispositions, longtemps considérées comme secondaires, pouvaient devenir des leviers juridiques si l'État décidait de reprendre la main. Cette lecture transformait le télégramme en opportunité procédurale autant qu'en menace. Enfin, l'officier chargé des zones sensibles évoqua des signaux inhabituels autour de 2 périmètres miniers. Rien de spectaculaire, mais suffisamment cohérent pour indiquer que des acteurs extérieurs anticipaient déjà une réponse ferme. Pour lui, le risque principal n'était pas l'escalade visible, mais l'érosion silencieuse du contrôle territorial. Ces premiers échanges produisirent un effet immédiat. La question ne portait plus sur l'image, mais sur le tempo. Agir tard signifiait perdre des options. Agir vite permettait encore de choisir. Le basculement s'amorça avant même que l'horloge officielle du palais ne marque l'aube. L'ultimatum n'avait pas encore reçu de réponse formelle, que la logique interne avait déjà changé. Il ne s'agissait plus de négocier un pourcentage, mais de contenir les effets d'une pression conçue pour se diffuser vite. D'abord, une phase d'activation s'est imposée. Un ordre bref circula parmi les conseillers militaires et administratifs. Sécuriser immédiatement les sites jugés critiques, suspendre toute communication non protégée et figer les autorisations opérationnelles en cours. Rien n'était encore public, mais le message interne était clair. Le temps ne travaillait plus pour l'attente. Cette décision marqua le passage d'un raisonnement politique à une logique de prévention opérationnelle. Dans les heures suivantes, les équipes sur le terrain reçurent des consignes précises. Les convois d'or furent placés sous contrôle renforcé, les accès numériques aux installations minières restreints et les flux d'informations recentralisés. L'objectif n'était pas l'affrontement, mais la fermeture des brèches invisibles ouvertes par des décennies de routine contractuelle. À ce stade, Ibrahim Traoré validait une ligne simple: empêcher toute extraction de valeur, matérielle ou immatérielle, pendant que la décision politique se construisait. Ensuite, la situation est montée en visibilité. Au fil de la matinée, plusieurs sites aurifères exploités par des sociétés étrangères furent placés sous supervision directe de l'État. Les autorisations furent suspendues sans mise en scène. Des ingénieurs surpris cherchèrent à joindre leur relais diplomatique. Les canaux habituels restèrent silencieux. Ce silence n'était pas accidentel. Il signalait que le calendrier avait changé de main. À mesure que ces informations filtraient, le récit s'élargissait. Les radios locales relayèrent des messages prudents, parlant de mesures temporaires et de sécurité nationale. Sur les marchés régionaux, les premières réactions apparurent. Nervosité, spéculation, anticipation d'un choc plus large. Le dossier cessait d'être technique. Il devenait systémique. Puis est venu le moment de l'assomption publique. À la mi-journée, Ibrahim Traoré fit une apparition brève devant une tribune improvisée. Aucun effet de style, aucun slogan. Il rappela que la dette ne pouvait dicter l'avenir d'un pays et que la gestion des ressources relevait d'une responsabilité collective. Cette prise de parole, courte et sèche, servit de point d'ancrage. Elle liait les décisions prises dans l'ombre à une justification accessible. À partir de là, les réactions internationales s'intensifièrent. Les capitales étrangères multiplièrent les appels diplomatiques. Les marchés de l'or enregistrèrent des variations rapides, cherchant à intégrer une incertitude nouvelle. 2 récits émergèrent en parallèle, celui d'une crise pour les chancelleries occidentales et celui d'un refus assumé dans une partie de la presse africaine. La fracture narrative était nette. Enfin, la fin de journée fut plus silencieuse, mais tout aussi significative. Dans les rues d'Ouagadougou, des rassemblements spontanés apparurent. Pas de célébration massive,
plutôt une vigilance partagée. Des discussions s'engagèrent sur le sens de ce qui se jouait. La décision initiale cessait d'être perçue comme un acte de sommet. Elle devenait une référence collective. À la fin de cette séquence, une chose était acquise. Le pays avait quitté la zone grise. L'ultimatum avait produit l'effet inverse de celui recherché. Il n'avait pas accéléré une concession, mais déclenché une reprise de contrôle dont les répercussions dépasseraient largement les 48 heures initialement imposées. Le point de départ chiffré permet de sortir du registre symbolique. Avant l'ultimatum, la structure d'endettement extérieur du Burkina Faso atteignait environ 5,6 milliards de dollars, héritage de plus de 20 années d'accords négociés dans des rapports de force défavorables. Ce montant constituait la contrainte centrale brandie implicitement dans le télégramme. Céder sur l'or aurait offert une réduction comptable rapide, sans modifier l'architecture de dépendance qui avait produit cette dette. Le premier écart mesurable apparaît lorsque l'on met ce chiffre en regard de la production aurifère annuelle, estimée autour de 85 tonnes. Cette production forme l'ossature invisible de l'économie nationale. Or, au moment où l'ultimatum est arrivé, près des 2/3 de cette valeur échappait encore au contrôle direct de l'État, du fait de concessions anciennes et de mécanismes contractuels complexes. Le refus ne supprimait pas cette réalité, mais il ouvrait la possibilité d'en modifier progressivement la trajectoire. Le second indicateur concerne l'impact immédiat sur l'activité économique. Les projections techniques établies dans les jours suivants anticipaient une contraction du produit intérieur brut d'environ 3% sur la première année. Ce chiffre n'était pas présenté comme une surprise, mais comme le coût logique d'une réorganisation rapide des circuits miniers et logistiques dans un pays enclavé. L'important résidait dans le delta associé. Cette perte à court terme devait être comparée au maintien, ou non, de marge économique nationale à moyen terme. Un troisième ensemble de données portait sur les recettes publiques liées aux mines. Les premières estimations, encore prudentes, évoquaient une hausse potentielle d'environ 2% des revenus miniers au cours du trimestre suivant la reprise opérationnelle de certains sites. Cette progression ne relevait pas d'un effet miracle, mais d'une recentralisation administrative et d'une réduction des fuites de valeur. Les conseillers insistaient sur ce point. La direction comptait plus que la précision immédiate. Un dernier indicateur, plus discret, concernait les flux monétaires. Sur une période de 3 mois, la part des transactions effectuées en francs CFA diminua légèrement au profit de paiements bilatéraux ou locaux. Le mouvement restait modeste, mais il signalait un changement de comportement interne, révélateur d'une confiance relative dans la capacité de l'État à tenir la ligne. Pris ensemble, ces chiffres ne racontent pas une victoire nette ni un effondrement annoncé. Ils dessinent une tension structurante. Accepter l'ultimatum aurait amélioré un bilan à court terme, au prix d'un abandon durable de leviers économiques. Le refuser exposé à une contraction mesurable, mais conserver la possibilité de transformer les écarts futurs en outils de souveraineté. Ainsi, la souveraineté cesse ici d'être un mot d'ordre abstrait. Elle se mesure en pourcentage, en delta et en trajectoire comptable. Et c'est précisément sur ce terrain que la décision de Ibrahim Traoré engageait le pays dans une phase où chaque variation, même minime, devenait stratégique. 2 lectures opposées se sont rapidement imposées, chacune reposant sur une logique interne cohérente et difficile à écarter d'un revers de main. La première, défendue par des analystes pragmatiques et certains partenaires extérieurs, considère la décision comme un pari excessivement risqué pour un État enclavé. Selon cette lecture, l'histoire régionale montre que les ruptures brutales en matière de souveraineté minière entraînent presque mécaniquement des sanctions ciblées, des blocages logistiques et une hausse du coût du financement. Le raisonnement est simple.
Moins d'alliances traditionnelles signifie plus de vulnérabilité dans un environnement international instable, surtout pour une économie dépendante de ses exportations. À l'opposé, les partisans de la rupture avancent une analyse tout aussi structurée. Pour eux, l'ultimatum exigeant 70% de la valeur aurifère révélait un déséquilibre ancien, maintenu par des concessions successives rarement renégociées. Il souligne que céder aurait offert un soulagement immédiat, mais aurait verrouillé toute possibilité de reconstruction économique engagée depuis plusieurs années. Les premiers indicateurs internes, observés après la décision, sont mobilisés comme preuve. Reprise d'autorité sur les sites, remontée progressive des recettes publiques et réduction de certaines fuites de valeur. Entre ces deux pôles, une troisième lecture, plus analytique, tente de dépasser l'alternative binaire. Des universitaires et des observateurs non alignés proposent de considérer la situation comme une expérience grandeur nature, testant les limites d'un modèle économique longtemps imposé à la région. Ils notent que la réaction internationale, mêlant inquiétude diplomatique et spéculation financière, indique déjà que la décision du Burkina Faso touche à des mécanismes plus larges que son seul cas national. Cette lecture intermédiaire insiste sur un point central. Le succès ou l'échec ne dépendra pas uniquement de la fermeté politique, mais de la capacité à transformer une rupture initiale en gouvernance stable et mesurable. Dans cette perspective, la décision associée à Ibrahim Traoré n'est ni un acte héroïque isolé, ni une erreur évidente. Elle devient un test systémique, dont les effets s'étendront bien au-delà des frontières du pays. Cette phrase, apparue discrètement dans les échanges internes, signalait que l'ultimatum ne se jouait plus uniquement à Ouagadougou. Ce qui avait été tenu hors du regard public jusque-là se précisait. La décision portée par Ibrahim Traoré s'inscrivait déjà dans une coordination régionale en gestation, pensée pour neutraliser l'isolement qu'impliquait toute rupture frontale. Dans les jours qui suivirent, un protocole négocié à bas bruit lia 3 pays du Sahel autour d'un principe commun, la défense mutualisée des ressources stratégiques. Cet accord, plus tard désigné comme le bouclier AES, ne créait pas un nouveau rapport de force spectaculaire. Il révélait un alignement qui existait déjà dans les analyses et les anticipations sécuritaires. L'idée était simple: rendre plus coûteuse toute pression exercée sur un État isolé en la diluant dans un cadre collectif. Ce basculement changeait la lecture de la crise. L'ultimatum n'avait pas seulement testé la capacité de résistance d'un pays, mais aussi la solidité de ses connexions régionales. En ce sens, la souveraineté du Burkina Faso cessait d'être un pari individuel. Elle devenait un noyau autour duquel s'organisait une logique de protection croisée. À partir de ce point, chaque réaction extérieure devait être réévaluée. Toucher un acteur revenait désormais à interroger l'équilibre d'un ensemble. La partie ne se jouait plus à un contre un. Les effets de la décision ne se sont pas diffusés de manière uniforme. Ils ont suivi 4 cercles distincts, chacun révélant une conséquence mesurable et un changement de comportement identifiable. Ensemble, ils montrent comment un choix politique se transforme en réalité tangible. Du côté des institutions publiques, la première conséquence fut organisationnelle. La reprise de contrôle sur certains sites miniers a exigé une coordination renforcée entre administration, forces de sécurité et autorités fiscales. Cette réorganisation a ralenti certains processus, mais elle a aussi réduit les zones grises où se perdaient informations et revenus. Pour l'État, l'enjeu n'était pas seulement financier. Il s'agissait de prouver que la décision associée à Ibrahim Traoré pouvait se traduire en capacité administrative réelle et non en simple posture. Pour le secteur privé, l'impact a été contrasté. Plusieurs entreprises occidentales ont gelé leurs opérations, redoutant un précédent régional et une instabilité juridique accrue. À l'inverse, des acteurs non occidentaux ont exploré des partenariats fondés sur la copropriété et le transfert de compétences, jusque-là marginaux dans le pays.
Ce déplacement d'intérêt n'a pas compensé immédiatement les retraits, mais il a modifié la structure des discussions économiques. Le marché ne condamnait pas la décision, il cherchait à en mesurer la durabilité. Au niveau de la population, les effets ont pris une forme plus diffuse, mais tout aussi significative. Dans les villes, comme dans les zones rurales, la question des ressources est entrée dans les conversations ordinaires. Les chiffres liés à l'or, à la dette et aux recettes publiques ont commencé à circuler dans l'espace social, parfois de manière approximative, mais avec un intérêt nouveau. Des premiers indicateurs faisaient état d'une légère baisse des intentions d'émigration chez les jeunes. Signe fragile, mais révélateur d'un changement de perception. La figure de Ibrahim Traoré y apparaissait moins comme celle d'un chef lointain que comme un point de référence dans un débat collectif. Enfin, à l'échelle régionale et internationale, les répercussions furent plus nettes. En quelques mois, les flux d'or transitant par certains ports ouest-africains ont diminué d'environ 15%, conséquence directe des nationalisations partielles et de la recentralisation des circuits d'exportation. Les marchés ont intégré cette donnée comme un signal de recomposition possible. Dans les chancelleries occidentales, l'inquiétude portait sur l'effet d'entraînement. Dans plusieurs capitales africaines, au contraire, la démarche burkinabé alimentait une réflexion sur des alternatives au modèle existant. Pris séparément, ces impacts peuvent sembler limités. Ensemble, ils dessinent une transformation progressive. La décision initiale ne répondait pas seulement à un ultimatum. Elle redéfinissait des comportements, des attentes et des équilibres, bien au-delà de l'événement déclencheur. À partir des données déjà observées, les équipes ont travaillé non pas à prédire l'avenir, mais à cadrer 3 trajectoires plausibles. Chacune repose sur des mécanismes identifiables et sur des choix cumulés plutôt que sur un événement unique. Dans une trajectoire de base, souvent résumée par l'expression « tenir la ligne », on suppose une consolidation progressive sans rupture supplémentaire. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso stabilise la gestion de ses sites miniers, maintient la coordination régionale engagée et absorbe le choc initial par une discipline budgétaire plus stricte. Les partenariats alternatifs avancent lentement, les recettes publiques se redressent partiellement et la croissance reste modérée. Le pays ne gagne pas rapidement, mais il évite une dégradation structurelle. La décision portée par Ibrahim Traoré y apparaît comme un choix de résistance contrôlé, coûteux mais soutenable. Dans une trajectoire plus optimiste, parfois qualifiée d'effet d'entraînement régional, on mise sur une dynamique collective plus large. D'autres États du Sahel approfondissent leur coopération, mutualisent certaines infrastructures et harmonisent leur cadre contractuel. Cette logique réduit les risques d'isolement et améliore la capacité de négociation face aux acteurs extérieurs. Des investissements ciblés émergent dans l'énergie, la transformation locale et la formation technique. Dans ce cas, la contraction initiale est compensée plus rapidement par des gains structurels. La souveraineté économique cesse d'être marginale pour devenir un modèle observé. Dans une trajectoire plus pessimiste, souvent décrite comme la crête étroite, on envisage une intensification des pressions extérieures, des sanctions ciblées, des retards logistiques et une spéculation accrue pèsent sur les équilibres internes. L'inflation progresse, compliquant la vie quotidienne et fragilisant les petites entreprises. Les partenaires les plus prudents suspendent leurs projets, laissant l'État avancer avec une marge d'erreur réduite. Dans cette configuration, la cohésion sociale devient un facteur décisif et chaque décision amplifie ses effets. Face à ces 3 trajectoires, un principe commun s'impose. Raisonner chaque choix non en termes de gains immédiats, mais de résilience à 12 mois. C'est dans cet écart entre le court terme et la stabilité future que se jouera l'issue réelle de la décision. Pour saisir la portée réelle de la décision, il faut quitter les tableaux macroéconomiques et observer comment 3 espaces de la vie collective ont absorbé le choc. C'est là que les choix stratégiques cessent d'être abstraits et deviennent des expériences vécues. Dans les foyers, la première réaction fut une vigilance nouvelle.
Les familles ont commencé à suivre plus attentivement les annonces publiques, non par adhésion automatique, mais pour comprendre comment les ressources nationales étaient gérées et pourquoi certains choix impliquaient des sacrifices temporaires. Les discussions de quartier ont progressivement intégré des notions comme dette, recettes minières ou contrôle des flux, parfois de manière imparfaite, mais avec un intérêt réel. Cette appropriation indique un déplacement important. Les affaires économiques ne sont plus perçues comme un domaine réservé aux élites. Chez les travailleurs et les professionnels, la transition a agi comme un révélateur de priorité. Les secteurs liés aux mines, à la logistique et à la sécurité ont vu émerger de nouvelles opportunités, tandis que d'autres activités plus dépendantes des importations ont ressenti la pression. Cette tension a nourri une interrogation commune. Comment transformer une période d'incertitude en montée en compétences durables? De là découle une attente forte autour de la formation technique et de la valorisation des savoir-faire locaux, perçus comme des leviers concrets de réduction de la dépendance extérieure. Au sein des collectifs, universités et associations, la décision est devenue un objet d'analyse méthodique. Des débats publics se sont structurés autour de la souveraineté, de la cohérence des réformes et du rôle possible d'un État africain dans un système mondial instable. Ces échanges néfastes n'envoient ni les doutes ni les critiques, mais s'ils produisent un apprentissage collectif. La crise se transforme ainsi en espace de compréhension partagée. À la croisée de ces trois dynamiques, une conclusion s'impose. Personne n'est simple spectateur. Même sans pouvoir décisionnel, chacun participe, par ses choix et ses attentes, à la stabilité ou à la fragilité de la trajectoire engagée. La phase suivante ne repose plus sur l'intention, mais sur l'exécution mesurable. Pour éviter que la rupture initiale ne se dilue, une feuille de route a été structurée autour d'axes précis, chacun associé à un acteur, un calendrier et un indicateur de suivi. Ibrahim Traoré a insisté sur ce point. La souveraineté ne peut tenir que si elle devient une procédure. D'abord, il est question de la sécurisation intégrale des sites stratégiques. Des unités mixtes associant forces de sécurité et administration technique assurent une présence continue sur les périmètres sensibles. L'objectif est immédiat: empêcher toute fuite non autorisée de ressources ou de données. L'indicateur retenu est volontairement simple, presque austère, 0 incident documenté dans les rapports mensuels. Cette sobriété vise à éviter toute ambiguïté d'interprétation. Ensuite vient la révision fiscale et contractuelle. Les concessions minières sont réexaminées clause par clause afin d'aligner la valeur produite avec l'intérêt national. Le ministère de l'économie pilote ce travail, avec des bilans trimestriels publiés pour en mesurer l'avancement. Ici, la mesure n'est pas l'annonce, mais la cohérence entre nouvelles règles et recettes effectivement perçues. Puis, il faut avancer sur la numérisation et la traçabilité des flux. Les autorités monétaires déploient progressivement des outils de suivi des transactions liées aux ressources, interconnectés avec des systèmes régionaux. Le calendrier est découpé en phases successives. L'indicateur clé reste la proportion de transactions traçables, évaluée de manière cumulative. Un autre volet, souvent sous-estimé, concerne l'éducation économique. Des modules pédagogiques expliquant dettes, ressources et circuits commerciaux sont intégrés au cursus et aux campagnes d'information publique. Leur diffusion sur 12 mois doit permettre une compréhension minimale partagée, condition de la stabilité sociale. Enfin, la coopération régionale horizontale complète l'ensemble. Chaque accord est assorti d'un tableau de suivi semestriel, évaluant bénéfices mutuels et respect des engagements. Cette méthode vise à réduire la dépendance structurelle sans créer d'isolement. Pris ensemble, ces axes traduisent une logique claire. Transformer une décision politique en architecture durable, capable de résister aux pressions et aux écarts de trajectoire. 1 an après l'ultimatum, les visages apparus dans la petite salle de crise refirent surface, cette fois sur la grande place de Ouagadougou. L'économiste, l'ingénieur des mines, la juriste et l'officier observaient la foule avec la même retenue qu'au premier jour, conscients que la décision initiale n'avait jamais été un geste héroïque isolé, mais le résultat d'un travail méthodique sous contrainte.
Lorsque Ibrahim Traoré monta sur l'estrade, il ne chercha pas à magnifier le passé. Il rappela simplement le chemin parcouru depuis le moment où un télégramme avait semblé réduire l'avenir du pays à 2 chiffres et à un délai impossible. Ce rappel liait le présent à l'origine de la crise, sans triomphalisme. La résistance n'avait pas été une fin, mais un moyen pour reconstruire une capacité de choix. Autour de la place, les gestes étaient ceux. C'était sobre. Pas d'euphorie collective, plutôt une fierté contenue. Les habitants mesuraient que ce qui avait tenu n'était ni la chance ni la rhétorique, mais la cohérence entre décision, procédure et attente sociale. Le récit n'appartenait plus à un dirigeant, mais à une trajectoire partagée. La phrase centrale, répétée sans emphase, résumait cette bascule. Protéger ce qui appartient au pays exige plus de constance que de slogans. C'est dans cette continuité silencieuse que la décision initiale trouvait son sens durable. À ce stade, le récit ne demande ni adhésion aveugle, ni rejet réflexe. Il invite à une observation attentive de ce que produit, concrètement, une décision tenue dans la durée. Le cas du Burkina Faso montre que la souveraineté n'est pas un instant spectaculaire, mais une suite d'ajustements, de coups assumés et de corrections continues. Elle se construit moins dans les discours que dans la capacité à maintenir une cohérence quand l'attention internationale se déplace ailleurs. Pour les sociétés qui regardent de l'extérieur, l'enjeu dépasse un pays ou un dirigeant. Il interroge la manière dont les ressources, la dette et les alliances structurent encore les marges de choix des États. La trajectoire associée à Ibrahim Traoré agit alors comme un révélateur. Non d'un modèle à copier, mais d'un espace de questions que beaucoup préféraient éviter. Rien n'est figé. Les équilibres restent fragiles, les résultats partiels et les tensions bien réelles. Mais une chose a changé. La discussion n'est plus théorique. Elle s'appuie désormais sur des faits, des chiffres et des conséquences visibles. La suite dépendra moins des déclarations que de la vigilance collective. Observer, comprendre, débattre sans simplifier devient déjà une forme de participation. Quelle lecture chacun choisira-t-il d'en faire, maintenant que les repères sont posés ?